En plein cœur de la Polynésie française, sur une colline, il y a une pierre. Un simple rocher? Non, c'est un ancien hôtel. Et si l'on en croit les histoires, cette pierre a des choses terribles à raconter. Une histoire de sang qui, curieusement, nous parle encore aujourd'hui. Imaginez un peu la scène. On est sur l'île de Wainé. Un guide local ne se contente pas de raconter l'histoire, il la fait revivre. Sous les yeux de son groupe, il grimpe sur cet hôtel, ce qu'on appelle un marais, et il s'allonge dans une crevasse qui a la forme exacte d'un corps humain, et là, à voix basse, il explique. C'est ici qu'on sacrifiait des gens. Leur sang coulait le long de cette saignée dans la roche. Autour de lui, plus un bruit, juste un silence un peu glacé. Cet acte à la fois horrible et tellement lointain, il continue de nous fasciner. On le retrouve dans des tas de cultures, à travers les âges. Mais pourquoi? Quelle est la logique derrière un rituel aussi extrême? C'est la question qui va nous occuper. Alors, cette scène, en Polynésie, ce n'est évidemment pas un cas isolé. Un peu partout dans le monde, des pierres comme celle-ci, des hôtels anciens, nourrissent une fascination un peu morbide, c'est vrai, mais profonde pour le sacrifice humain. C'est plus qu'une simple curiosité, c'est la trace d'un phénomène universel. Et c'est là qu'entrent en scène nos deux personnages. On est à la fin du 19e siècle. L'Europe est fascinée par tous ces récits de sacrifices qui arrivent des colonies. Mais deux penseurs, eux, décident de regarder au-delà de l'horreur. Leur but, ce n'est pas de juger, c'est de comprendre. Bon alors allons-y. Hubert et Moss, leur projet, ce n'est pas du tout de faire un catalogue de tous les rituels barbares du monde. Non, ils cherchent quelque chose de bien plus fondamental. Le plan, la structure cachée, le mécanisme commun à tous les sacrifices, peu importe leur forme. Le mot qu'ils utilisent, c'est le shem. Il faut voir ça un peu comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Que l'on fasse tourner un sacrifice védique en Inde ou un rituel hébreu, ils sont persuadés qu'en dessous, il y a le même code source, la même logique qui tourne. Et leur mission, c'est de craquer ce code. Et là où ils sont brillants, c'est dans leur méthode. Au lieu de se noyer sous des centaines d'exemples, ils font tout l'inverse. Ils choisissent juste quelques cas, mais des cas ultra documentés, comme les rituels complexes décrits dans les textes de l'Inde ancienne ou dans la Bible. Et ils les analysent comme des ingénieurs qui démontent un moteur pièce par pièce pour voir comment ça marche. Pour l'époque, c'est complètement nouveau. Et ce qu'ils découvrent, eh bien c'est une petite révolution. Le sacrifice, ce n'est pas juste un acte brutal et isolé. Non, c'est un processus, une sorte de pièce de théâtre très codifiée, un drame qui se joue systématiquement en 3 actes. Et voici ces 3 actes. L'entrée, l'acte lui-même et la sortie. Chaque étape est absolument essentielle. Si on en saute une, tout le système s'écroule. C'est ce mécanisme en 3 temps qui permet de construire un pont entre notre monde, le monde profane, et l'autre monde, le monde sacré des dieux. D'abord, l'entrée en scène. On ne peut pas comme ça, d'un coup, entrer en contact avec le sacré. C'est considéré comme dangereux, un peu comme toucher un fil à haute tension. Donc il faut se préparer, se purifier. Les prêtres font des ablutions, ils portent des vêtements spéciaux, ils s'isolent. L'autel, les outils, la victime, tout est préparé, consacré, pour quitter le monde ordinaire et pouvoir entrer dans la zone sacrée. Ensuite, c'est le moment clé, le climax. La victime, qui est maintenant elle-même devenue sacrée, va être détruite. Et selon Moss, cette destruction libère une sorte d'énergie qui ouvre une brèche, un canal de communication direct entre le monde des humains et le monde des dieux. C'est par cette ouverture que les prières peuvent monter et que les faveurs divines peuvent descendre. Et enfin, il y a l'étape que l'on oublie souvent, mais qui est peut-être la plus importante, la sortie. Une fois que la communication est établie, on ne peut pas juste dire au revoir et rentrer chez soi. Le contact avec le sacré laisse des traces. Il faut donc un processus inverse, la désacralisation. On se lave à nouveau, on purifie les instruments, on referme la porte pour revenir sain et sauf dans le monde profane. D'ailleurs, la fameuse phrase à la fin de la messe « It missa est », allez, la messe est dite, c'est exactement ça, un rite de sortie. Alors évidemment, une théorie aussi ambitieuse qui prétend trouver une loi universelle pour une pratique aussi variée, ça ne pouvait pas passer sans faire de vagues. C'est une idée audacieuse et forcément, elle a provoqué pas mal de débats. Le critique le plus connu s'appelle Marcel Detienne, et lui, il va frapper fort. En gros, il dit que ce modèle de Moss, avec sa grande séparation entre le sacré et le profane, est totalement imprégné par la culture judéo-chrétienne des auteurs. Quand lui regarde la Grèce antique, par exemple, il voit tout autre chose. Le sacrifice, ce n'est pas pour connecter deux mondes, c'est pour souder la communauté, pour renforcer les liens dans la cité. Sa conclusion est sans appel, il n'y a pas un sacrifice universel, mais des sacrifices, tous différents. Alors, fin d'histoire, la théorie de Mao, c'est bonne pour le musée? Eh bien, pas si vite. Retournons en Polynésie sur ce fameux marais où tout a commencé. Parce que c'est précisément là que ce vieux Shem pourrait bien nous surprendre. L'histoire de ces rituels est assez dingue. D'abord, ils sont décrits avec horreur par les Européens.
Puis, ils sont carrément détruits par les Polynésiens eux-mêmes quand ils se convertissent au christianisme. Les marae sont abandonnés, ils tombent en ruine. Et puis, silence pendant 150 ans, jusqu'à ce qu'un puissant mouvement de renouveau culturel émerge et décide de se réapproprier ces lieux sacrés. Et ça, c'est le point crucial. Les leaders de ce mouvement, comme Yves Doudout, le disent très clairement. Ça claque, non? L'idée, ce n'est surtout pas de rejouer le passé. Tenter de reconstituer les anciens sacrifices, pour eux, c'est ridicule. À la place, ils créent de nouvelles cérémonies, quelque chose d'authentique, qui vient d'eux, de leur trip. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi? Ces nouvelles cérémonies sont tournées vers la nature, elles célèbrent le lever des étoiles, les Pléiades. On y rend hommage à la terre, aux ancêtres. Évidemment, il n'y a plus de victimes. Mais il y a un acte central, un sacrifice symbolique. On met le feu à un bouquet de roseaux et on prend la flamme dans ses mains un court instant. Pourquoi? Pour, je cite, « souffrir un petit peu en solidarité avec la terre qui souffre ». Et c'est là que tout prend sens. C'est là que la vieille théorie de Mauss et Huber revient en force. Car malgré toutes les différences, la structure de base, le fameux Shem, est là. On a bien une communauté qui entre dans un espace sacré, le Marae, acte 1. Elle accomplit un acte qui la connecte à plus grand qu'elle, les ancêtres, la terre. Vient un intermédiaire, le feu, la douleur symbolique, acte 2. Puis, elle retourne à la vie normale, transformée par cette expérience, acte 3. Le but n'est plus d'apaiser un dieu, mais de donner un sens collectif à une souffrance. Du coup, cette vieille théorie nous offre une clé de lecture super intéressante pour notre époque. Et elle nous renvoie une question. Si le sacrifice est un mécanisme pour donner du sens à une perte, pour créer du lien, quels sont nos sacrifices à nous, aujourd'hui? Est-ce que c'est le burn-out accepté au nom de la réussite, le temps qu'on donne aux réseaux sociaux, ou les efforts qu'on fait ou pas face à la crise climatique? La forme a complètement changé, mais ce besoin de donner un sens à ce qu'on perd, lui, il a l'air d'être toujours là.